Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet. Attention tout le monde, boum, un gros boom, comme un aigle, devrais-je dire, pour une nouvelle discussion Hall of Fame euh, avec un personnage qui est arrivé dans la boxe comme un ouragan avant de disparaître. Mais aujourd'hui, on va en parler, on retourne dans ces années 70 et 80 qu'on adore tant. Et pour comme vous l'avez vu sur l'affiche, je suis accompagné vraiment par la crème de la crème, la Dream Team des sociétaires, des histoires de boxe, avec l'écrivain Antoine de 130 livres qui est avec nous. Salut Antoine. Salut Captain, salut les pirates. Et évidemment, on fait une discussion Hall of Fame. Alors évidemment, on fait de l'histoire. Vincent l'historien est avec nous. Salut Vincent. Salut Captain, salut Antoine, salut à tous les pirates. Et voilà, je suis donc, comme vous le voyez, bien entouré avec, un, un écrivain qui a son blog 130livres.com qui est devenu une référence absolue, et avec Vincent qui aura bientôt, on l'espère, sa chaîne YouTube qui va devenir une référence absolue. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il faut espérer dans quelques temps, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà, bon, j'espère que je t'ai pas mis mal, mon Vincent, Non, non, j'espère que non, je t'ai non. pas mis mal. Non, mais Voilà. Mais on il y espère aura ça des très bien. nouvelles très, très bientôt, donc bon. Ah bah, Voilà. tu vois, les planètes s'alignent. Voilà. Alors, discussion euh, qui, euh, qui était presque un impératif de faire, puisque on était tous les trois ensemble pour cette discussion pour Alexis Arguello, qui remonte déjà à 2 ans. Il y a 2 ans de ça, on avait fait cette discussion avec Alexis Arguello. Je pense qu'on avait fait quelque chose de bien et les gens ont été euh, nous ont envoyé un feedback très très important. Et bon, c'était une évidence qu'il fallait aussi faire le pendant de cette discussion avec un personnage qui finalement, même pour les amateurs de boxe, est un personnage que l'on doit retravailler, que l'on doit redécouvrir, qui finalement n'est pas, qui, dont la marque n'a pas laissé une empreinte extrêmement forte et que souvent les jeunes fans et même les moins jeunes passent à côté. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine, vis-à-vis de Aaron Pryor, de Hawk? C'est vrai parce que Pryor, on va le voir, en définitive, n'a pas eu un prime si long que ça. Il n'a pas été engagé dans tant de combats très prestigieux que ça. Était aussi, dans une certaine mesure, l'homme de certains rendez-vous manqués. On va en parler. Mais donc, il n'a pas pu aspirer à la notoriété qu'il aurait pu avoir si certains combats avaient pu se faire. Parfois un peu de sa faute, parfois non. Et, euh, et c'est d'autant plus étonnant qu'il a un style très fan-friendly. Et je mets au défi qui que ce soit de s'ennuyer devant un combat d'Aaron Pryor. On va évidemment revenir dessus. Et puis on vit une époque, et on le répète à longueur d'émission, où grâce à YouTube, ma foi, on peut à peu près revoir tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, tu revois un combat de Pryor, très vite, tu sais que tu as affaire à un pur entertainer, à quelqu'un de très généreux et qui va jamais t'ennuyer. Donc c'est vrai qu'il y a un petit décalage. C'est peut-être lié, je l'ai dit, à la brièveté de son prime. C'est peut-être lié aussi à une ou deux polémiques sur lesquelles on reviendra. Et puis c'est aussi lié, je crois, au fait qu'on n'avait pas non plus affaire à une personnalité qui a transcendé son sport. Voilà, c'était un monsieur qui a été un très grand boxeur, c'est sûr. Pas forcément un bonhomme ultra attachant. Il y a peut-être débat sur la question. On va peut-être creuser ça. Mystérieux. C'est-il que c'est plus un personnage de bon connaisseur qu'un personnage mainstream. Ça, c'est une certitude. Moi, par exemple, c'est vrai, j'ai découvert Aaron Pryor. Alors, c'était au début du siècle. J'ai déjà raconté l'histoire pour Argaio. Je la répète aujourd'hui. Je connaissais pas ce monsieur. Et puis, j'ai joué à un jeu vidéo où il y avait un mode histoire et où on pouvait jouer un de ses combats contre Argaio. Et je me suis dit, mais qui c'était que ce mec? En plus, il était hyper compliqué à battre dans le jeu. Et je l'ai découvert comme ça, par ce truchement. Mais je ne l'avais pas découvert par ma première étude de la boxe, alors que j'avais 25, 26 balais, je connaissais déjà un peu quand même. Eh ben non, Pryor, je l'ai découvert dans un jeu vidéo. Voilà. Peut-être le même chemin de découverte pour toi, Vincent?
Alors moi, ça a été non par le biais d'Arguello, tout simplement. Quand je me suis intéressé aux légendes de la boxe latine, effectivement, j'avais acheté là ce fameux DVD Champions Forever version légende latine. Donc c'est là où je découvre vraiment Alexis Arguello et où forcément sont abordés ces combats contre Pryor. Et les images qui y sont font qu'effectivement, comme l'a dit Antoine, visuellement, c'est très impressionnant Pryor à voir. Et je me suis dit, effectivement, en fait, ça m'a surpris en le voyant. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ce gars-là, on n'en parle pas plus que ça, en fait, parce que quand tu vois un style aussi éclatant, aussi flamboyant, technique, efficace, tu te dis pourquoi ce mec passe à la trappe. Effectivement, comme le dit Anton, on aura l'occasion de le voir, il y a le côté un petit peu bref de la carrière, il y a le fait qu'on est aussi noyé dans une époque où, je veux dire, c'est difficile d'exister quand tu as des Sugar Ray Leonard, des Thomas Sears, des Marvin Hagler, c'est que tu as une grosse concurrence, des Roberto Duran et tout ça. Il y a le fait, effectivement, comme l'a dit Antoine, au niveau de la personnalité, que je pense Pryor fait partie de ces gars, on va en revenir, mais ça fait partie un petit peu des gens, effectivement, qui sont pas très anciens, qui sont des terreurs. Pryor, c'est une terreur. Tu vois son visage coupé au couteau, c'est un gars qui fait peur. C'est un peu comme une sorte de Sonny Liston, un petit peu. Sonny Liston n'a jamais vraiment été aimé. Hagler a mis longtemps à se faire apprécier du public parce que il avait aussi ce côté, c'était le méchant. Pryor, quand tu le vois, c'est un méchant, quoi. Et on en parlera. Il jouait aussi de cette image-là. C'est un des boxeurs les plus intimidants, je trouve, qu'on ait vu sur un ring. Rien que quand il te fixe avec son fameux, on en On va en reparlera. parler de ça. Ouais. C'est terrible. Donc c'est vrai que effectivement, c'est intéressant d'y retourner sur Aaron Pryor parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Effectivement, il y a aussi, comme tu aimes beaucoup le dire, Capitaine, pas mal de what if peut-être. Ouais, effectivement, Aaron Pryor, moi aussi, hein, enfin, je veux dire, je pense que c'est un lieu commun de dire que Aaron Pryor, on le découvre même quand on est des fans hardcore, on le découvre sur le tard. On le découvre sur le tard, on le découvre évidemment parce que le combat avec Arguello a perpétuellement été rehaussé dans l'histoire. Hein. Souvenez-vous, Vincent nous expliquait déjà à l'époque que c'est un combat qui n'est pas combat de l'année, mais qui finira par devenir le combat de la décennie, etc. Et ça, comment dire, quand on est fan d'histoire, on finit par s'y pencher. Mais je t'avouerai que effectivement, moi, je m'y penche en fait en étant, comment dire, fou amoureux, mais comme tout le monde, des 4 Fantastiques. Et donc, avec cette anecdote d'un mec qui avait réussi à mettre à l'amende, c'est bien beaucoup dire, mais qui avait dominé un Thomas Ernst chez les amateurs. Et d'ailleurs, les images existent. Après, vous Oui, pouvez à voir. les voir. C'est à voir. C'est extraordinaire. Et comment dire, comme, être comme il a été en face de Thomas Ernst, c'est extrêmement perturbant parce que tu te dis, mais c'est quoi ce blocos? Mais je t'avouerai que je fais tout mon travail en amont sur les 4 Fantastiques et après Pryor arrive, je dirais qu'il arrive même après Benitez, quoi, tu vois, après Ouais. Benitez. Et Pryor était peut-être le 6e, tu vois, le 6e Beatles, on pourrait dire, tu vois, presque. Et c'est pas loin de Le le Sim dire. Rolling Stone, Ouais, quoi. le problème, c'est effectivement, c'est qu'il n'a pas été, à part effectivement ce combat en amateur contre Ernst, il n'a pas été, en fait, il n'a pas affronté les autres, contrairement à Benitez qui les a un peu tous affrontés lui Exactement. aussi de son côté, à part Hagler, mais ouais. Exactement. Et on est sur cette même chose. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que c'est aussi, en termes d'esthétique, je trouvais que c'était, comment dire, il correspondait à l'époque, quoi. La jeunesse de l'époque, le look de l'époque, sa moustache, la stache, comme t'aimes le dire, Antoine, légendaire. Et puis, c'est un mec qui comprend qu'il y a une sorte de charisme et d'aura à entretenir instinctivement. C'est un super boxeur et c'est un super boxeur et puis les questions viennent parce que c'est un immense boxeur qui n'a pas véritablement utilisé son pedigree boxe comme il se doit. C'est-à-dire, tu vois, toutes les subtilités de sa boxe, parfois elle n'était pas là, quoi. Elle n'était pas là et il préférait boxer au détriment de la subtilité de sa boxe. Il boxait comme un gros dur. C'est aussi, bon, bah, c'est les quartiers, c'est l'esprit thug de ces années-là. C'est assez impressionnant, en fait. J'apprécie beaucoup. Puis, moi, j'ai jamais compris pourquoi on l'appelait The Hawk, parce que pour moi, il fallait l'appeler l'ouragan. Parce Ouais, qu'il arrivait, il arrivait sur le ring comme dans l'histoire de la boxe, comme un ouragan.
et il a disparu comme un ouragan, en fait. Il a Un disparu cyclone, ouais. comme un cyclone, exactement comme un cyclone. Et tout commence avec le fait que chez les amateurs, il est une véritable terreur. Ouais. Il est une véritable terreur. Et en quoi le départ de carrière est absolument inhumain et tragique et injuste, c'est que alors qu'il est pressenti pour aller au JO de 76 à Montréal et que tout le monde dit lui ça va être la terreur, lui ça va être la terreur, lui que même, donc on dit, il faudrait quand même vérifier, mais on dit que Léonard avait changé de catégorie pour pas être dans la même catégorie que lui chez les amateurs. On dit ça. Enfin, voilà. Et puis, dans quelques mois avant Montréal, il y a une défaite contre Howard Davis qui restera aussi, Howard Davis, et de cette défaite, il est mis sur le banc. Il est mis sur le banc. Et c'est quelque chose d'assez tragique, hein, Vincent. Ah ben oui, surtout que, alors si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a 2 défaites non consécutives contre Howard Davis Jr., je crois. C'est-à-dire qu'il en fait 2 coup sur coup. Ouais. Et effectivement, pour la sélection olympique, ça lui barre la route. Alors qu'il avait effectivement, tu l'as rappelé tout à l'heure, remporté les Golden Gloves en amateur face à Thomas Hearns. Et une fois encore, j'aurais dit, allez voir ce combat parce que, comme tu as dit, c'est extrêmement impressionnant. Surtout qu'on connaît tous Thomas Hearns, on sait de quoi il est capable. Il faut voir ce que lui fait Pryor sur ces 3 rounds. C'est hallucinant, quoi. C'est incroyable. Et effectivement, mais Thomas Hearns. Alors, Thomas Hearns, il est déjà un peu plus léger, mais oui. Tu dis, il a 17 ans. Il a 17 ans aussi, mais il est jeune. Voilà, ça joue aussi. Mais tu le reconnais pas, tu le reconnais pas. 132 livres, 132 livres pour Hearns. Déjà qu'il faisait maigre à 147, 132. Ah ouais. Ah, c'est une tige. C'est une tige, c'est impressionnant. Mais, et c'est vrai qu'en fait, il y a ces 2 défaites face à Howard Davis Jr. qui lui barrent un petit peu la route, qui est peut-être un petit peu un symptôme aussi de ce qui arrivera à pas mal de boxeurs dans l'histoire qui, en fait, sont peut-être plus faits pour atteindre le Graal en professionnel qu'en amateur, en fait. Ouais, c'était ça, parce que complètement. Complètement, parce qu'il n'y a pas de changement de style, et justement. Mais comme quoi, pas parce qu'on est dans la période des Jeux Olympiques, mais comme quoi, je veux dire, Jeux Olympiques ou pas, ce mec était destiné à faire quelque chose de grand chez les professionnels, Antoine. Ouais, j'ai revu ça aussi à propos de sa carrière amateur en allant sur Wikipédia. Donc, je suis pas non plus allé dans les archives ultra secrètes des fans de boxe les plus pointus du monde. Voilà, Wikipédia. Il a battu dans une rencontre USA contre URSS. Il a battu 3 Russes qui allaient devenir champions du monde amateur. Exactement. Bon, ça pose aussi son petit bonhomme. Alors, il n'a pas eu de bol contre Howard Davis. Et d'ailleurs, je crois que c'est le seul Américain à avoir fait ça. Ouais, je crois que c'est le seul Américain à avoir fait ça. J'ai pas vu les images contre Davis. J'ai vu le combat contre Hearns, contre un tout jeune Tommy Hearns, ça oui. J'ai pas vu les images des combats contre Davis, mais il semblerait qu'il y ait eu un peu de polémique et de controverse, et que cette fois-ci, il ait plutôt été du mauvais côté du manche, Pépère, en plus, contre Davis. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose. De toute façon, c'est la boxe amateur, on le sait très bien. C'est vrai chez les pros, c'est d'autant plus vrai chez les amateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que il a, on va le voir pendant toute sa carrière, il a déjà cette capacité chez les amateurs à aller voler dans les plumes des mecs sans trop faire gaffe à la droite. Hearns lui en met quelques-unes, même si ça tape pas très fort en amateur. Hearns, c'est quand même bon, un peu. Et il choisit de pas bouger la tête. Il y a des moments où c'est manifeste. Quand il veut bouger la tête, ça le caractérisera jusqu'au bout. Ouais. Quand il veut bouger la tête, quand il veut ducker, quand il veut esquiver, etc., il sait faire. Juste, ça se voit. Il a même ce même mouvement assez caractéristique. Ah, mais c'est plus que clair. Alors en plus, il est déjà très impressionnant physiquement à 20 ans. Quand il affronte Hearns, on voit ça sur les images en carrière amateur. Il est déjà hyper noueux. Il est pas très grand, mais il est déjà hyper noueux. C'est un peu un tank. Il est impressionnant de ce point de vue-là. Il a déjà une force physique qui va empêcher beaucoup de ses adversaires de pouvoir clincher. Parce qu'évidemment, quand tu as un cyclone qui s'abat sur toi, une des tentations, c'est de s'accrocher. C'est très compliqué d'accrocher ce mec-là parce qu'il est très fort du buste et qu'il va casser le clinch hyper facilement. Et ça, on le voit. Donc, il a des armes. Et puis surtout, en amateur quand même, le propre du Hawk, même s'il a quelques victoires en professionnel dans les premiers rounds,
le propre du Hawk, c'est quand même d'user son adversaire. Et évidemment, 3 rounds, c'est pas son format. Parce que 3 rounds, évidemment, il va, par son activité, par son volume, il va gagner les rounds. Mais le propre de ce combattant, ça aurait été plus tard d'user les mecs jusqu'à ce qu'ils en puissent plus. Et c'est plutôt un combattant contre qui ça va devenir très compliqué à partir du 5e, 6e round, Pryor. Donc c'est aussi pour ça qu'il avait un style qui était très bien adapté pour les pros. Parce qu'il avait un moteur énorme. Je rappelle, époque des combats en 15 rounds quand même en championnat du monde. Il avait un moteur énorme. Et puis les dégâts accumulés, ça finissait par devenir inhumain. Et il n'y avait pas de porte de sortie parce qu'il te pourchassait aux 4 coins du ring et parce que dès que tu t'accrochais, il cassait le clinch. J'en profite également pour dire, j'ai oublié de le mentionner, en amateur aussi, 2 belles victoires quand même contre Ilmer Kenty, qui vient du Kronk Gym aussi comme Ernst, qui a été le premier champion quand même du Kronk. C'est pas rien aussi, ouais. Ah ouais, non, c'est une carrière amateur. Le mec fait pas les Jeux Olympiques, mais c'est une carrière amateur avec des victoires folles que peu ont, surtout contre l'ex-URSS. Il a plus de 200 victoires amateurs, je crois. Ouais, il a un sacré palmarès. Ouais. Il a été très actif, effectivement. Ouais. Très actif parce qu'il n'y avait que ça à faire. Parce que n'oubliez pas que c'est les années 70, mais c'est la dureté totale. C'est quand même un gamin qui est SDF, qui est homeless à 13 ans. Quoi. Et la boxe, elle arrive parce qu'il faut avoir un toit. Et il trouve un toit. Et là, c'est les actes de Dieu. Quoi. Il trouve un toit. Le boxing gym est à côté. Quoi. Et la porte à côté. Donc, il va passer sa vie là-dedans. Quoi. Et c'est assez incroyable. Et de ce dérapage contre Howard Davis, il va pas aux Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques de 76 ont été montés, les Français connaissent ça avec 2016, les Jeux Olympiques de 76 vont avoir un impact. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre comment la boxe est aussi diffusée à l'époque. C'est-à-dire que Aaron Pryor finira par être diffusé par HBO, mais HBO n'existe pas encore. Et en fait, la boxe est aussi diffusée par les réseaux hertziens, les grandes chaînes ABC, notamment ABC qui le fait. Et en fait, parfois c'est le samedi après-midi d'ailleurs. C'est diffusé des samedis après-midi. Et finalement, il va y avoir une jeune génération, les Spinks, les Léonard, qui vont avoir un contrat de diffusion avec la chaîne ABC pour leur début de carrière professionnelle. Et donc, déjà, toute la nouvelle génération, elle était construite comme ça. On y revient toujours à ce rapport de contrat de diffusion, démarrage de carrière, en fait, on y revient encore. Et Aaron Pryor, justement, en n'étant pas à Montréal, il rate ce contrat-là. Donc, lui, évidemment, c'est comment dire, de toute façon, c'est que c'est une vraie blessure dans sa carrière de ne pas y être. Donc, il devient tout de suite professionnel. Et je crois que c'est novembre 76, il fait son premier combat. Et là, ça va charbonner. Ça va charbonner pour des combats à $1000, tu vois. Et surtout, il va devenir, et ça doit être une humiliation, mais totale. Mais il ne va pas rester longtemps parce qu'il va lui mettre des bouillons, mais il va être embauché comme sparring partner de Howard Davis, qui lui aussi a le contrat avec ABC. Tu vois. Donc, et il ne restera pas longtemps, je crois qu'il va y rester 3 mois. 3 mois parce que ça devenait impossible pour Howard Davis. Mais démarrage de carrière, notamment à Cincinnati, où en fait, ça charbonne dans l'ombre. Et c'est ça aussi, ça fera l'aura de Aaron Pryor, mais c'est vraiment à la dure, quoi. Son chemin est un chemin difficile, Antoine. Ouais, la comparaison avec Hagler se tient, parce que Hagler non plus n'a pas fait les JO, et que ça conditionne totalement un début de carrière, bien sûr, et ça conditionne probablement pour la suite à la fois un besoin de revanche chez Pryor, et puis aussi un besoin de thune, tout simplement l'envie de faire sauter la banque, qui a pu lui faire prendre des décisions un peu idiotes. Voilà, ça peut expliquer ça. Un petit peu comme Hagler, lui voulait de l'argent, mais voulait aussi la symbolique. Donc, il a aussi beaucoup. Mais là où Hagler, finalement, s'en est pas mal sorti parce qu'il avait un entourage, il avait un management qui est resté très stable.
et qu'il était motivé, et que même s'il parce que tous les boxeurs ont tapé de la coke dans les années 80, mais il est resté raisonnable aussi par ces aspects-là, Pryor, ça a été plus compliqué, parce qu'il s'est un peu dispersé, il a signé plusieurs contrats avec plusieurs gars différents, il a été, bon, et puis il a voulu négocier et pousser son avantage sur certaines bourses, et ça s'est avéré des décisions plutôt discutables, parce qu'il est passé à côté de combats qui auraient fait bien sur son CV. Bon, s'il les avait gagnés, mais là encore, donc c'est sûr que ça a conditionné. Enfin, sa carrière aurait été très différente s'il avait commencé chouchou d'ABC comme Ray Leonard. Voilà. Évidemment, à cet égard, ça ressemble un peu à Hagler, en un peu moins structuré, en un peu moins bien entouré, bien sûr. Ouais. Et donc il n'a pas le choix, etc., qui va durer quelques années, mais tout va aller très vite. Hein. Je veux dire, voilà, mais c'est 3 ans de boxe professionnelle où il met bouillon sur bouillon, où quand il y a une victoire à la décision, tu es presque étonné. Oh, le mec, l'adversaire a réussi à aller jusqu'à la décision, ce qui est assez rare d'ailleurs. Mais ces 3 premières années professionnelles, Vincent, tu nous le décrirais comment ? Oui, en fait, c'est à l'image de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est un ouragan qui débarque sur le ring, et effectivement, c'est d'entrée de jeu, dès le premier round, d'une débauche d'énergie de ce gars, c'est-à-dire que il a toujours, effectivement, alors je pense qu'il l'avait déjà, cette fameuse mimique, comme on dit, où il cible l'adversaire comme ça dès le début, voilà, et qu'il le regarde. Effectivement, ça marque de fabrique, hein. Ça marque de fabrique. Et j'ai envie de dire, c'est pas fake, puisqu'en fait, dès que le round commence, Pryor, il arrive dardard, il te couvre de coups, effectivement, il te prend à la gorge, il te laisse pas respirer, quoi. Et c'est que ce volume qu'il a, cette agressivité absolument incroyable qu'il a, ça fait frémir. Puis alors au début, si tu veux, il commence à taper des gars qui forcément sont un petit peu là pour le faire progresser, mais petit à petit, il se met à prendre des noms. Il y a notamment Alfonso Fraser qui, alors certes, au moment où Pryor le rencontre, n'est plus le grand Fraser, mais c'est quand même un ancien grand champion super léger. Pryor, il en fait qu'une bouchée, quoi. En 2 rounds, il le dérouille. Donc c'est quand même assez impressionnant, quoi. C'est très, très, très impressionnant. Et comment dire ? Et comme on vous dit, à la dure, parce que même s'il boxe beaucoup à domicile, mais pas que, c'est comment dire, il n'y a pas des enjeux économiques énormes sur lui. Tu vois ? Comme l'a dit Antoine, il n'y a pas d'enjeu économique. Léonard est un enjeu économique dès le départ. Oui. Les frères Spinks aussi, malgré tout. Mais dans cette période-là, Aaron, il n'y a pas des enjeux économiques. Donc, c'est tout à la dure. Et honnêtement, avec Johnny Tapia, s'il y a bien un boxeur que tu regardes, non pas pour la technique, mais qui boxe avec la rage de vivre, de mourir, la rage, boxer avec la rage. Il n'y a pas vraiment mieux que Aaron Pryor a montré. Parce que là, vraiment, Aaron Pryor matérialise ce sentiment, et c'est très, très impressionnant, voire presque perturbant. Non, c'est clair. Alors en plus, c'est difficile de faire la part des choses. J'en reviens toujours à la coke, c'est peut-être pas gentil, mais entre son tempérament et son agressivité naturelle et ce que ça a pu modifier ce que certaines substances ont pu modifier dans son comportement, parce que on voit des choses sur le ring qui sont inhabituelles. Dans son attitude d'avant le combat, parfois il branche les mecs, pendant les face-off, il parle. Il parle, il insulte, il est du trash talk. On va en parler, mais parfois, vu qu'il n'est pas intouchable, de temps en temps, il lui arrive de faire l'ascenseur, il se relève après un compte de 2 en faisant des moulinets avec les bras, en mode. On voit des trucs, on voit un tempérament complètement inhabituel. Et Dieu sait s'il avait un gros moteur d'ailleurs pour se permettre tout ça. Mais je suis assez d'accord avec le fait que c'est une certaine incarnation de la rage, Aaron Pryor. C'est vrai. Avec. Et plus en soignant l'intimidation qu'en soignant l'amour des foules. Et donc, effectivement, mais un petit peu comme Hagler au début aussi. Hagler, il a fini par se dire, il faut que je sois aimé, je veux faire des pubs, etc. Mais au début, il n'était pas gentil. Il n'a jamais eu l'air très gentil sur un ring. Et Pryor, c'était un peu ça. Il a fait payer à tous ses adversaires, notamment Alfonso Fraser, comme tu le rappelles. Le malheureux Fraser, alors, il est champion du monde au début des années 70. Et Pryor le prend à la fin. Donc, c'est quand même plus la même limonade. Mais ça reste un beau boxeur. Et
et, et Pryor le défonce. Et ça voudra tout dire. Ça Je crois voudra. il gagne, ouais, il doit gagner, je sais pas. C'est un 2 rounds, hein. Ouais, Ouais, qui il plie met quoi, Fraser, ouais. il met quoi 18 KO sur ses 20 premiers combats. Enfin, c'est un Ouais, truc. ouais, C'est c'est hors de énorme. Ouais, grandeur. ouais, j'ai pas le ratio exact, mais ouais, ouais, il y a pas beaucoup, comme tu l'as dit, Captain, qui vont à la distance, parce que c'est très très dur quand t'as un mec qui te rafale comme ça, sans arrêt, sans En, pre- répit, c'est. et en prenant beaucoup de risques techniques. Parce que Aaron Ah ouais. Pryor, alors oui, il était dans un état second. Enfin, il y a des fois, l'ouragan, ouais, effectivement, il est dans un état second. Parce que Aaron Pryor, il faut le dire, c'est, comment dire, il connaît toute la boxe. Et sa carrière amateur, enfin, on sait très bien que les fondamentaux, il les a. Sauf que donc de D ça ad homme, comme dit souvent Antoine, mais il fait partie de ces boxeurs-là qui, en fait, il ne faut pas du tout imiter, quoi. Parce que Oui. Aaron Pryor, ses déplacements, par exemple, tu sais, il a ses déplacements où, évidemment, les jambes bien arquées, etc. Mais il peut avoir les jambes parallèles, enfin les pieds parallèles, ce qu'il ne faut jamais faire, Ouais. sur des attaques. Comment dire. Et c'est pas des. Ce qui est très fou avec Aaron Pryor, c'est que c'est pas des manques techniques, c'est qu'il choisit de faire des. Il choisit Il est de le dans faire. son truc, ouais. Il choisit de le faire. Il sait très bien que c'est un manque technique, mais il choisit de le faire quand même. Et ce qui lui amène parfois à faire des switches de garde assez tonitruants d'ailleurs. Et c'est fou. C'est un ouragan fou à réfléchir. Et finalement, bon gré mal gré, on va arriver dans une année folle, l'année 1980. L'année 1980 qui va arriver à son avènement au niveau du titre. Mais l'année 80 d'Aaron Pryor, tu as l'impression que ça vaut 5 années ou même 6 de champion actuel. Quoi. Ah oui. Tu vois Ah bah ou même oui. 6. Voilà, parce que il combat, mais tous les mois. J'exagère à peine. Ouais, il combat Tous les régulièrement. mois, pour arriver à son 5e combat contre Antonio Cervantes, qui est une Pambélé. figure. On a souvent parlé d'Antonio Cervantes, notamment dans la discussion Arguello et d'autres, Vincent, mais à ce moment-là, Cervantes et Pryor, tu l'analyses comment ce combat? Tu arrives, Bah, je redis, c'est son 5e combat de l'année. bah, c'est-à-dire que tu as d'un côté Cervantes, Kit Pambélé, qui est forcément un champion expérimenté, mais qui est déclinant, et puis qui, ironie par rapport à la suite de ce qu'on va raconter, mais lui aussi a touché à la coco et forcément empathie beaucoup. Et en face, ben, on a un jeune Pryor qui est mort de faim, tout simplement, et ça va se voir sur le ring Ah, dès le Vincent, début du combat. on t'entend. Ouais, vous m'entendez là? Il y a eu une micro-coupure? Ouais, micro-coupure. Ah, pardon, ouais. Non, voilà, ouais, donc pour dire que voilà, c'est tu as le vieux boxeur flamboyant, expérimenté, mais qui a goûté un petit peu à tous les vices, on va dire, de la vie, et que ça commence quand même à le rattraper méchamment. Et en fait, ben, tu as le jeune mort de faim qui est là pour prendre un titre, tout simplement. Et on le voit dès le premier round. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, on a un Pryor qui déboule, comme à son habitude, comme un ouragan. Et on a un Cervantes qui parvient quand même un petit peu, en fait, ben, à le prendre au bon moment en contre. Et Pryor se retrouve au tapis dès le premier round. Donc, Voilà. premier championnat du monde au tapis dès le premier round. Alors, Mais on a flash effectivement, knockdown. voilà, flash knockdown, on a cette attitude, comme dit Anton, où Pryor se relève, va dans son coin, fait des grands moulinets avec son bras, l'air de dire tu m'as pas touché, tu m'as rien fait. Et Mais effectivement, ben, dans une sorte, et c'est souvent ça arrive avec Pryor, dans une sorte d'hystérisation du moment, ouais, complètement. où on sent bien que l'arbitre n'arrive plus à tenir le combat, Ouais. enfin, même le public, on sent qu'il y a une sorte aussi d'hystérisation à chaque fois dans ces moments-là qui est palpable. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que... C'est complètement ça. Et c'est vrai que juste après, bah, il met la marche avant. On voit un Kid Pambele qui est quand même assez expérimenté, qui au début, ben, tente plus ou moins, garde son sang-froid, cherche à temporiser, à se dire peut-être que le contre que j'ai mis au premier, je vais pouvoir lui replacer. Mais plus ça va, plus ça déroule, ça déroule, ça déroule. Et effectivement, mais très vite, Pambele, ben, il est complètement dépassé. Et au quatrième round, ben, c'est un massacre. C'est un véritable massacre. C'est vraiment la fin d'une icône assez terrible pour Kid Pambele parce que
c'est un déluge qui s'abat sur lui et tu sens que le pauvre, il peut rien faire. Et là, c'est typique du style de ce qu'est Pryor, de ce qu'expliquait Antoine tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu finis par craquer quoi, face à tant de violence, en fait, tout simplement. Antoine, grosse prise de titre. Ouais, c'est magnifique. C'est un passage de témoin, c'est un passage de torche de flambeau qui est très bien écrit. Parce que vraiment, Cervantes, alors quand on parle de nom, on l'a déjà dit, mais on va renfoncer le clou. Quand on parle de boxeurs importants qu'on ne connaît pas très bien, Cervantes, c'est un des plus grands dans l'histoire de sa catégorie, très certainement. C'est son deuxième règne, à peine interrompu par Wilfred Benitez, quand même, qui n'était pas n'importe qui. Il en est à sa 7e défense de son deuxième règne. Il avait défendu 11 fois la première fois son titre. Donc c'est vraiment un type souvent hors de chez lui parce qu'il est colombien et que la Colombie n'est pas un pays de boxe. Donc c'est vraiment une icône. Et en effet, alors à force de réfléchir aux similitudes de Pryor avec les autres, bon, il y a Hagler dans l'état d'esprit, il y a un peu quand même Wilfredo Gomez dans le style, parce que Gomez aussi est un tueur qui veut assassiner son adversaire. Il dispute son premier championnat du monde à domicile et il prend un knockdown au premier round. C'est vrai. Qui pourrait sécher un type avec un peu moins de caractère en fait. Sauf que et les deux sont techniques mais choisissent parfois de balancer le truc par la fenêtre. Donc il y a quand même quelques similitudes entre les deux. Et c'est vrai que Cervantes, il a quand même étudié son coup. Alors on a moins YouTube évidemment à l'époque, mais le gars il sait quand même que le mec va lui foncer dessus. Donc très posément, les mains hautes, dos aux cordes, il time bien ses contre. Il met d'ailleurs un terrible crochet quand Pryor fait l'ascenseur, il en prend une à la pointe du menton. Vraiment, enfin, c'est en aurait refroidi d'autres. Ça laisse imaginer quand même que le blindage était assez solide, même s'il va par terre. Et derrière, il y a une séquence dans le combat où il fait brièvement apercevoir Pryor le fait qu'il est capable de faire du stick and move, qu'il est capable de tourner autour d'un adversaire et de donner son jab. Mais le reste du temps, il met son jab en piston pour s'approcher. Parfois, il le double. Et puis, derrière, ensuite, il enchaîne. Et là, crochet des deux mains, uppercut. Et ça fait cross. Et ça fait très, très mal. Le KO est assez iconique parce que Pambele tombe vraiment comme un sac de linge sale dans un coin du ring. C'est le malheureux. Bon, il en a eu assez. D'ailleurs, il arrêtera sa carrière assez peu de temps après ce combat-là. Il était rincé. Mais quelle entrée fracassante, quoi. Vraiment, c'est super bien écrit. Et c'est un très beau passage de flambeau. Il y a à peu près tous les ingrédients. Ouais, et pour un style ultra spectaculaire, voilà, et qu'on dirait TV friendly. Et l'ironie, c'est que celui qui n'a pas eu de contrat avec ABC était, alors Sugar Ray, il est super spectaculaire aussi, ça n'a rien à voir, mais celui qui était peut-être le plus TV friendly pour la télé, c'était lui. C'était lui. Et sa prise de tigre le prouve. Alors, l'année 80, là, on est à son 5e combat, on est dans l'été, contre Cervantes. Vous croyez que c'est fini? Non. Non. À l'année 80, il boxe 7 fois. Il va avoir 2 autres combats après sa prise de titre. Un, le 1er novembre, et un autre, le 22 novembre. Hein, voilà, on passe le message aux champions actuels. Hein, c'est une autre époque. C'est une autre époque, mais c'est pas une autre boxe. Hein, parce que c'était encore plus dur à cette époque-là. Et j'aimerais que vous attardiez vraiment sur le dernier combat d'année 80 pour Aaron Pryor. Pourquoi? Parce que c'est contre un Québécois. Et cette photo est là. C'est contre Gaëtan Hart. Gaëtan Hart. Et ça vient aussi, parce qu'on l'oublie souvent, ça vient aussi conclure une année 80 absolument terrible. Terrible pour Gaëtan Hart, puisque Gaëtan Hart, dans cette année 80, il va boxer aussi beaucoup. Il va avoir 2 drames coup sur coup. 2 drames coup sur coup pour Gaëtan Hart. C'est-à-dire qu'au mois de juin, et encore une fois, tout se passe dans le mois de juin, début juin, il va avoir son adversaire qui va tomber dans le coma et qui sera, qui aura des séquelles à vie, mais qui survivra. Et en sous-carte de Léonard Durand, de Léonard Durand au Stade Olympique de Montréal, Gaëtan Hart, qui est on pourrait dire une sorte de demi-finale mondiale, va malheureusement va tuer son adversaire, va mourir quelques jours plus tard à l'hôpital des suites des blessures sur le ring. Et ça se passe en juin 80. Et on fait reboxer Gaëtan Hart en novembre contre Aaron Pryor. La boxe est inhumaine.
La boxe est inhumaine. Inhumaine. Et donc le mec était complètement perturbé. Mais en même temps, c'était bon, c'est ton championnat du monde. Ouais. Voilà. Et ça sera son seul. Et donc il va quand même, et on regarde une photo, il va quand même, et cette histoire-là est assez incroyable. Il va quand même affronter Aaron Pryor dans un combat où ça va être un combat dur. Un combat dur, mais où ça va craquer, où Aaron Pryor va trouver la solution, je crois, en milieu de combat. Combat à voir, mais comment dire, c'était Gaëtan Hart qui. Dont il y a eu des enquêtes, on n'a jamais su. On n'a jamais vraiment su. Certains disaient que c'était à cause de ses bandages, alors que bon. Et c'est très trouble. Il y a des documentaires qui existent. Je vous conseille des documentaires qui ont été faits par Radio-Canada à l'époque. Je vous conseille de les voir. Voilà comment conclut l'année 80. Il y avait toujours des histoires sordides comme ça, et sur le chemin d'Aaron Pryor. Et Aaron Pryor est le champion, et le champion qui commence à vraiment se faire connaître à l'international. Parce que ce combat-là aussi, c'est aussi une découverte à l'international. 1981, Aaron Pryor devient une figure, vraiment. Je vous conseille vraiment l'année 81 où il y a moins de combats, mais il y a un combat de bourrin, mais de bourrin, mais un combat mais explosif contre Lennox Blackmore. Je crois que ça dure 2 rounds. Hein. C'est ça. Ça dure 2 rounds. Mais tu as l'impression qu'ils se sont mis des beignes pendant une soirée complète. Hein. Tu vois enfin, c'était un peu déséquilibré quand même. C'est Blackmore, c'est vrai il va 3-4 fois au tapis, je crois, non? Ouais. C'est un massacre. Ouais. Ah ouais, non, mais le premier round déjà, mais le bouillon qu'il lui met, enfin, Aaron Pryor et les bouillons qu'il mettait, c'était incroyable. Mais comment dire, enfin, il devient une figure de l'époque. Regarde, tu vois, par exemple, ça, c'est des Ring Magazine de l'époque où on se dit Aaron Pryor, how good he is. How good is he? À quel point est-il bon, ouais. À quel point est-il bon, Ring Magazine. Et voilà, la figure, la stache, l'attitude, tout ça. Il y a un commencement d'iconisation qui se fait, mais une iconisation qui n'a pas un rayonnement énorme, qui a un rayonnement pour les fans de boxe de l'époque. Donc, si tu achetais Ring Magazine à l'époque, ok, voilà. Mais il passe pas un stardom difficile, et il y a, je dirais encore, c'est aussi spectaculaire que le combat contre Blackmore, c'est la conférence de presse où il vient interrompre la conférence de presse de Gary Leonard pour imposer un combat contre lui. Léonard, évidemment, esquivera. En plus, il est blessé à l'époque. Voilà, il y aura le problème de la rétine de Léonard qui fera que on sera sur un grand boitif, mais ces années-là, c'est le grand boitif Pryor-Léonard. Il a déjà refusé quand même une bourse, un peu par manque de discernement, parce qu'on lui propose assez tôt, après sa prise de titre, d'affronter Léonard. On lui propose 750 000 $. Il faut savoir que lui, pour son combat contre Cervantes, il en a touché 50 000. Donc, pour vous donner une petite idée, effectivement, tu joues déjà dans une ligue très différente, parce que le dollar à l'époque, ça vaut, il n'y a pas eu une inflation, etc. Je vous l'ai fait bref, mais c'est quand même une belle bourse. 750 000, sauf qu'il est un peu greedy. Il est un peu greedy parce qu'il en veut plus, parce qu'il connaît les chiffres, il sait très bien ce que gagne Léonard. Léonard, lui, il se gaffe depuis le début de sa carrière. Il est son propre manager. Et donc, coup sur coup, il va refuser 750 000 $ parce qu'il en veut plus pour affronter Léonard. On va lui proposer la même somme pour affronter Saul Memby pour une unification avec le titre WBC. Saul Memby qui devient champion un peu par hasard. Il upset son gars, et il s'avère que le promoteur qui a proposé la thune va finir en prison parce que c'était un des plus grands escrocs de l'histoire du noblard. Puis on propose ces 750 000 $, on les repropose à The Hawk pour affronter Duran, qui est en plein besoin d'expiation après sa défaite honteuse après son abandon contre Léonard. Et là, le problème, c'est que à ce moment-là, le pauvre Pryor, il est en train de mettre de l'ordre dans ses papiers, il est en train de signer avec un nouveau manager, il n'est pas d'équerre pour signer le contrat suffisamment vite, et hop, Duran, il monte en super welter, il n'en entendra plus jamais parler.
Donc, il y a plusieurs plats qui lui sont passés sous le nez déjà à ce moment-là, dont Léonard, une fois qu'il a refusé, qu'il a eu la maladresse de refuser. Et c'est vrai, je pense que ça nourrit sa rage, en fait. Je pense que quand il est sur le ring, il est d'autant plus vénère. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il vaut. On commence à lui donner un certain crédit, mais pour l'instant, ça ne s'est pas traduit en espèces sonnantes et trébuchantes, parce que premier combat 50 000 pour prendre le titre, première défense 100 000, et 100 000, c'est pas ça qu'il veut. En plus, il commence à avoir un train de vie, parce qu'il commence à bien aimer faire la fête et tout ce qui va avec. Donc évidemment, c'est pas... Donc voilà, on est un peu à un moment où l'histoire va retenir qu'effectivement, il sera allé chauffer Léonard. Il y aura des versions qui diront c'est Léonard qui l'a évité. Moi, j'ai l'impression que c'est pas un garçon qui a très bien su gérer ses intérêts et que s'il avait vraiment voulu que le combat contre Léonard se fasse, il se serait fait. Ouais, c'est possible. Mais tu vois, en plus, j'étais pas au courant qu'il y avait eu vraiment, à un moment donné, une possibilité entre Duran et Pryor. Donc ouais, ça aurait été quand même assez extraordinaire. Mais c'est vrai que rien que les conférences de presse, j'ai envie de te dire, ça aurait été quelque chose. Et le premier round, ça aurait été quelque chose. Hein. Ouais, le premier round, ouais. Alors, et peut-être ça aurait pas été forcément plus. Duran, je sais pas, à ce moment-là, ça aurait été compliqué de gérer Pryor à ce moment-là précis de sa carrière, mais ouais, ça aurait été quelque chose. Mais ouais, effectivement, en fait, ça explique peut-être ce qu'on disait au début, ce que nous raconte Antoine, tout simplement, le fait que Pryor aurait pu faire partie de cette grande famille des fantastiques et peut-être qu'effectivement des mauvais choix de carrière ont fait que il s'est retrouvé sur le banc de touche tout simplement. Et voilà, et ce sentiment de se retrouver sur le banc de touche amène à ce méga fight. Méga fight, comment dire, qui n'a fait que être réévalué, mais quand même. Mais en fait, c'est la dernière option possible, quoi, pour Aaron Pryor. Ouais. Il n'y a pas. Vas-y. Non, c'était pour dire qu'en fait, ça a été un peu pour les deux, parce que je sais pas si vous vous rappelez, c'est cette période-là où Alexis Arguello aussi, il est censé y avoir un méga fight contre Salvador Sanchez, qui doit monter en léger. Et en fait, les deux, que ce soit Pryor qui n'a pas son Léonard et Arguello qui n'a pas son Sanchez, c'est comme si les deux ils s'étaient regardés, ils s'étaient dit, alors on y va quoi. Et en fait, c'est Arguello qui monte donc de catégorie en super léger chez Pryor pour faire ce combat. Et ça te montre quand même aussi, je crois qu'on en avait parlé, qu'on avait évoqué Arguello, mais la différence de dimension à ce moment-là, c'est-à-dire que Arguello qui monte de catégorie pour tenter de devenir à l'époque le premier boxeur champion dans 4 catégories, ce qui n'avait jamais été fait. Pryor, en fait, Arguello est largement favori. Si tu regardes les cotes, c'est Arguello qui est quand même assez écrasant. Comme quoi, en fait, on se dit encore peut-être Aaron Pryor, ok, il est bon, mais est-ce que il a rencontré une telle adversité? Voilà, on peut dire Cervantes, c'était un Cervantes qui était en fin de course. On a encore au niveau du résumé, effectivement, au niveau du résumé, on peut se poser la question parce que il y a pas de grand marqueur. Il n'y a pas de grand marqueur. Voilà, on ne sait pas encore. Voilà, tu vois, on ne le sait pas encore, mais vraiment, moi, j'ai ce sentiment. Et là, à partir de maintenant, chers auditeurs, on vous renvoie à notre discussion à Alexis Arguello, parce qu'on est vraiment resté longtemps là-dessus. Aujourd'hui, on est évidemment du côté d'Aaron Pryor, mais du côté d'Aaron Pryor, je pense que c'est la dernière option possible, quoi. C'est la dernière option possible pour avoir quelque chose d'un grand standing et de sortir et de casser le plafond de verre du stardom qu'il avait. Et il a besoin d'Arguello qui est la star. Qui est la star. Oui, il a le titre, oui, il défend son titre, mais sans Arguello, tu ne peux pas avoir le décorum. Ah oui. Tu ne peux pas avoir le décorum de ce qui se passe, et le décorum est important. Arguello, on vous renvoie encore à la discussion. On est en 1982. Il est presque exilé politique à Miami, Arguello. Il s'est bien implanté à Miami. Ah, j'ai un petit écho, j'espère que vous ne l'avez pas. Il s'est bien implanté à Miami. Comment dire, son aura est assez forte. C'est une figure, hein, c'est le Golden Boy avant le Golden Boy. Et donc, n'oubliez pas que ce premier combat se fait à Miami, à l'Orange Bowl. Et on oublie quand même que c'est énorme, quoi. C'est énorme d'avoir ce combat dans un stade de football. C'est assez énorme. Et évidemment, Ring of Fire va avec Roberto Duran dans sous carte. Ring of Fire va rester
C'est un combat absolument gigantesque. On en a parlé en long, en large et en travers. Là, je vous lance la patate chaude. Comment reparler de ce combat dans l'optique d'Aaron Pryor? On commence avec toi, Antoine. Alors, déjà, il a quelque part, donc on l'a dit, valse hésitation avec Sugar Ray Leonard, il passe à côté d'une bourse qui est appréciable de 750 000 $, mais par la magie de Bob Arum, ça se convertit grâce à la taille de Miami plus HBO et le prestige d'Argeo, ça se convertit quand même en 1,5 million ou 1,6 million. Donc, quelque part, bon, pour une fois, la pièce retombe plutôt du bon côté. Après, de la part de Pryor, c'est sûr qu'il a toujours cet état d'esprit du type qui a faim, qui veut faire ses preuves. En plus, on exagère un peu, enfin on exagère, non, on n'exagère pas. Arguello est un type charmant, qui prend bien la lumière, qui s'exprime très bien, qui est beau gosse, etc., etc. Et à côté de lui, Pryor, c'est un peu le tueur, le regard noir, le type du ghetto. Enfin bon, c'est pas tout à fait la même. Hein. Donc, je pense que ça nourrit la colère de Pryor, et je pense aussi que ça a probablement eu une influence peut-être sur la façon dont il a combattu. Parce que s'il y a bien un combat, même si on a vu la technique de Pryor s'exprimer, il est quand même beaucoup allé au mastic contre un gars contre qui c'était pas forcément très malin. Alors certes, il faut dire et rappeler que 140 livres, ce n'est pas la catégorie d'Argeo, qu'il atteint ses limites à 140 livres parce qu'il est vraiment pas épais, ça se voit, il est plus grand que Pryor, mais il est vraiment sec comme un coup de trick. La vérité, c'est que la prise de masse, pour lui, c'était un peu compliqué. Et donc, Arguello, ça tape pas aussi fort à 140 que ça tapait dans les catégories inférieures. N'empêche que Pryor s'expose. Et je pense qu'il s'expose un peu. Ça a contribué à rendre le combat mythique, mais je pense qu'il s'expose plus que de raison parce qu'il veut vraiment faire un statement. Il a vraiment envie de le dévorer. Et ça aurait peut-être pu lui jouer des tours parce qu'il y a cette fameuse droite des enfers qui prend au 13e round, qui lui fait valser la tête sur les cervicales. Et franchement, bon, tout autre que lui aurait peut-être été séché pour le compte. Ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, je pense que pour le coup, Pryor aurait pu combattre. Et je donnerai un exemple peut-être du deuxième combat pour essayer de comparer les deux, mais n'avançons pas trop vite. Je pense que Pryor aurait pu y aller peut-être un peu plus subtilement, aussi d'ailleurs parce qu'il a de meilleures jambes qu'Argeo. Arguello est le type le plus léger naturellement, mais Pryor a de meilleures jambes, il a de meilleurs appuis, des appuis plus toniques, il se déplace plus vite. Plus explosif. Arguello. Voilà, c'était le défaut d'Arguello. Il était un peu lent comme de la mélasse, comme disent les Américains. Il n'avait pas des pieds rapides. Et je pense qu'avec un autre game plan, je pense que Pryor se serait imposé d'une manière plus décisive sur le premier combat. Ça n'a pas été le cas. On a eu une revanche qui était de bon niveau, on ne va pas se plaindre. Et puis le combat a été dramatique à sa façon. Mais à mon avis, il y a un côté... sur ce premier combat, il y a un statement que veut faire The Hawk et qui aurait pu lui coûter cher. Mais encore une fois, un énormissime menton de la part de The Hawk, parce qu'il y a au 6e round, il prend un truc, c'est au 6e où il prend un missile de l'espace. Enfin Ouais, bref. Même dès le premier round, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a même un moment où c'est très rare de voir ça, où Arguello calme un peu les ardeurs de Pryor, c'est-à-dire que Pryor démarre très fort et au bout d'un moment, Arguello le prend en contre. On voit Pryor qui part un peu sur le côté, qui a un petit moment où il recule, où il récupère un peu, et c'est très rare de voir Pryor comme ça, ouais. Les deux se touchent d'entrée, ouais. Les deux se touchent en premier round. Évidemment aussi avec un combat très intense, mais qui se rééquilibre presque pendant longtemps. Et voilà, évidemment, le coup de One Eye Mixed. On va parler de la bouteille, je vais laisser Vincent en parler, mais au-delà de ça, il y a aussi cette chose, c'est Aaron Pryor qui a été là durant sa carrière, mais qui, au grand public, apparaît dans ses combats contre Arguello, c'est ces moments où, alors qu'on pense qu'il n'y a plus de second souffle, il y a ces accélérations qui sont véritablement des accélérations fatales qui peuvent arriver tard dans les combats. Oui. Alors, est-ce qu'il a été aidé par la fameuse bouteille ou pas? Mais cette fin de combat, c'est aussi Aaron Pryor qui arrive à redynamiser le combat, qui arrive à re-impacter. Et c'était aussi son signe de fabrique. Vincent.
Ouais, tout à fait. Ben, en fait, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que oui, Pryor, comme on l'a dit, effectivement, il a cette capacité, effectivement, à trouver un second souffle très tard dans le combat et à revenir. Maintenant, c'est vrai que voilà, il y a cette polémique de la bouteille noire, voilà, que lui donne Panama Lewis. Panama Lewis, qui est connu comme le loup blanc, on va dire, en termes de tricherie. Effectivement, voilà, ça s'est beaucoup dit. On saura jamais ce qu'il y avait dans cette bouteille noire. Ce qui s'est beaucoup dit, c'est qu'il y avait plus ou moins des cachets qui sont utilisés pour les asthmatiques. Et effectivement, quand tu en parles avec des asthmatiques, ils te disent que ça peut avoir cet effet de vite influer, en fait, de te mettre un coup de boost très vite, parce que c'était ça la question, c'est un effet potion magique, on a l'impression presque le truc. Donc, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans, donc ça ne se restera que des spéculations. Je pense que oui, quand on connaît l'histoire de Panama Lewis, il y a trop de trucs, si tu veux, qui te disent que oui, à mon avis, il y avait quelque chose dans cette bouteille, c'est sûr. Et pas blanc-bleu, le mec. Voilà, exactement. Maintenant, bon, ben, effectivement, comme l'avait déjà dit Antoine quand on avait parlé d'Arguello, c'est vrai que Arguello, il a un peu sorti ses meilleurs coups sans vraiment arriver au bout d'un moment à trouver le stoppage. Alors que Arguello finissait par trouver au bout d'un moment, quand la droite finissait par bien rentrer à bonne distance, c'était la fin. Comme il l'a dit aussi Antoine, voilà, je pense qu'il y avait un problème de catégorie, on aura l'occasion d'en reparler, sans rien enlever bien sûr à Pryor, parce qu'une fois encore, comme je l'avais dit avant, je vous rappelle qu'il n'était pas du tout favori, Pryor, pour ce combat. Mais voilà, c'est-à-dire que tu as un mec qui est très solide en face, qui physiquement est une bête, Aaron Pryor. Donc je pense que pour Arguello, ça aurait été un peu compliqué. Euh, Là encore aussi, comme l'a dit Antoine, c'est vrai qu'on voit qu'en milieu de round, quand Pryor veut boxer Arguello, c'est-à-dire qu'il lui tourne autour, qu'il envoie le jab, c'est à répétition, quoi. Donc c'est vrai que s'il avait même boxé un petit peu plus intelligemment, il pouvait le gérer rien que comme ça sur la distance, en rentrant, en sortant au bon moment. Bon, là, effectivement, c'est vrai qu'il trouve cette fin, ce final qui est spectaculaire, où tu vois Arguello dos aux cordes, qui en peut plus, qui se tiennent là-dessus un peu comme ça, et ça rafale, ça rafale. Bon, hélas pour lui, ça sera toujours un petit peu entaché par cette histoire de bouteille noire, qui passera médiatiquement vite à la trappe, parce qu'en fait, le lendemain, je crois que c'est vraiment le lendemain, un samedi après-midi, il y a la mort de Doug Kim face à Ray Mancini. Donc du coup, tous les projecteurs se tournent vers ça et on en oublie l'histoire de la bouteille noire, quoi. Ouais, mais on en oublie, mais ça reste, comment dire, en travers de la gorge et de cette grande, de ce grand combat, de cette grande date, hein. Parce que grand stade, grand combat et comment dire, le monde qui s'attarde sur deux boxeurs qui sont des stars, mais qui ne sont pas les méga stars. Et ça, c'était aussi plaisant qu'il y ait une date là dans les années 80 où qui concerne pas Léonard, qui concerne pas Durand, qui concerne pas, qui ne les concerne pas quoi. Et ça leur permettait à eux deux, c'était de l'entraide en fait, c'était de l'entraide pour que Pryor et que Arguello, eh ben, ces noms-là soient mis sur la table quand on parle des autres noms qu'on mettait éternellement sur la table. Mais comment dire, l'histoire de la bouteille va comment dire va vexer et va donner un goût amer à Arguello, mais encore plus à Pryor. Puisque, Oui, encore plus à Pryor, et parce que Pryor le dit, à cause de cette histoire, j'ai voulu donner la revanche à Arguello. Voilà, et il n'y a même pas vraiment une négociation. Ça va être tout de suite, quoi. Arguello fait, c'est la revanche. Ok, y a pas on y va, on y va. Tout de suite. Et avec une revanche, vous savez, on en avait parlé déjà, que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, là, c'est le grand Las Vegas pour eux deux. Et ils le méritent. Voilà, ils le méritent tous les deux. C'est le grand Las Vegas pour eux deux. C'est un combat qui est, comment dire, parce c'est un combat un peu oublié de l'histoire. Mais la revanche, alors elle n'est pas au niveau du premier combat, mais elle n'est pas au niveau iconique du premier combat, mais ça se place quand même dans un très très fort combat. Enfin, c'est quelque chose, c'est du très très haut niveau. C'est encore une fois d'une intensité avec un Arguello qui comment dire, et c'est là que tu vois la difficulté de faire plusieurs rounds face à Pryor, parce que c'est un Arguello qui va souffrir, mais qui va aussi répondre. On oublie souvent qu'il y a des rounds aussi où il répond, mais il va souffrir et il va encore, comme au premier combat, va craquer. C'est un combat que j'aime beaucoup parce qu'il est très moderne. Regardez, la diffusion est très moderne,
leur look est moderne. Enfin, je veux dire, on est en 83, si je ne m'abuse. Hein. On est en 83 là. C'est ça. Et, mais vraiment, c'est extrêmement moderne. Tu as l'impression que c'était hier. Et c'est une énorme victoire pour Aaron Pryor qu'on oublie en fait. On pense au premier combat, mais on oublie que le deuxième, c'est une énorme victoire parce que symboliquement, il arrête la carrière de Alexis Arguello. Il le fait abandonner parce qu'Arguello, il y a cette image iconique. Oui. Il est pas agenouillé, il est assis. Il est assis, il regarde son coin et bon, voilà. Il décide de ne pas y aller. C'est Arguello, quoi. Arguello qui fait ça. On est dans un choc émotionnel énorme. Et finalement, moi, je trouve que c'est sa plus grande victoire à Pryor. Parce qu'il n'y a pas de polémique possible. C'est sa plus grande victoire. Et on parle beaucoup d'icônes qu'on adore. Et ce combat-là, Antoine, je pense que tu seras d'accord avec moi, ce combat dans l'âme qu'a ce combat, il a la même âme que Benitez Durant. C'est-à-dire que Benitez qui a sa meilleure victoire, mais en même temps, c'est le début du cauchemar. Et ben Pryor a sa plus grande victoire, mais c'est relativement la fin de Pryor. Il y aura rien de majestueux juste après ça. Antoine. Oui, alors la comparaison est d'autant plus adaptée que Pryor n'est pas vieux. Pryor, il n'a pas 30 ans à l'époque. Je crois qu'il en a 28 ou à peine 28. Évidemment, c'est la force de l'âge. Il peut encore régner, vu la marge qu'il a sur la concurrence. S'il reste à 140 livres, il peut encore régner longtemps, il peut monter, il a pas mal d'options encore. Et il montre dans ce combat, qui est très bon, effectivement, que j'avais vu une première fois, que j'avais un peu oublié, que j'ai revu. Il est plus équilibré que ce que je me rappelais. Et il montre aussi la qualité des ajustements des deux, parce que les deux placent des combos, ils ont réfléchi, ils ont travaillé leurs combos. Arguello met beaucoup la gauche au corps en fin d'enchaînement, il le faisait habituellement, mais il met beaucoup la gauche au corps en fin d'enchaînement pour ralentir Pryor. Pryor, lui, il a un moment, alors il met un knockdown d'entrée, il sèche droite à la pointe du menton, il sèche Arguello, et là on peut se dire que ça va aller très vite. Or, ça va pas si vite que ça. Il y a un round terrible pour Arguello qui est le round 4, au cours duquel il y a un deuxième knockdown qui est scoré, et c'est là où Pryor en fait a fait ses ajustements, parce que le knockdown il est parfaitement amené, c'est-à-dire qu'il met d'abord une droite qui sonne un peu Arguello, et ensuite il lui tourne autour, il continue à mettre des combos, mais il lui tourne autour en fait, il lui met 6 ou 7 coups, et Arguello ne peut pas bien se défendre, il est obligé de pivoter pour suivre les coups qui viennent de Pryor. Pryor tourne sur sa droite, il lui en remet 1, 2, 3, 4, et il le finit sur un crochet gauche, et on est encore au début du round. Et Arguello prend un bouillon pas possible pendant toute la suite du 4e round et il tient, voire il gagne le 5e, ce qui est physiquement un effort et une performance extrêmement remarquable. Il va arriver effectivement à gratter des rounds, Arguello, toujours par le biais de ses combos qu'il a travaillé, qu'il a réfléchi, mais Pryor est un peu plus intelligemment, je trouve, tactiquement sur ce combat-là. Et puis, il y a aussi quand même, alors Arguello, parce qu'il avait un peu d'orgueil, a envoyé bouler Eddie Futch, qui était son coach pour le premier combat. Ouais. Il dira plus tard qu'il le regrettera, qu'il l'a regretté, que c'était une erreur. Moi, j'ai surtout l'impression qu'à un moment, c'est un peu father time aussi pour Arguello, parce qu'il a le plus gros défi physique de sa carrière face à lui. Le premier combat a probablement prélevé son écho. Il a recombattu 2 fois depuis. Pryor a fait une défense depuis, mais c'était trop physiquement, c'était trop dur. Il était probablement plus complètement à 100%. Et c'est pour ça qu'il a cette espèce d'éclair de lucidité un peu désabusé au 10e round quand il va sur le cul, parce qu'il sait très bien que même s'il a fait bonne figure, il ne va pas tenir 5 rounds de plus, encore en 15 rounds. Hein. Il ne va pas tenir 5 rounds, même 2 rounds, il les a plus. Et il a conscience de ça. Il y a ce moment de lucidité terrible chez lui. Et le Pryor de ce soir-là, il est effectivement très dur à prendre à 140 livres. On pourrait faire des fantasy match-ups et se demander qui aurait pu battre ce Pryor-là, etc. etc. Bon, c'est toujours passionnant, mais c'est terrible de se dire que, ouais, comme tu l'as dit, c'est un combat charnière dans sa carrière. Après, il ne fera plus rien, ou quasiment plus, alors que tu as un champion en pleine force de l'âge, qui d'ailleurs a lui aussi changé de coach, mais il a changé de coach parce que exercer. Il n'a plus le droit. Ben non, parce qu'il a été radré par la patrouille. C'était la question que je me posais justement, Antoine, parce que dans sa défense de titre qu'il fait au début d'année
Je sais pas si l'histoire avec Luis Resto est déjà arrivée, mais est-ce qu'il était encore avec Panama Lewis du coup? Je crois qu'il était encore avec Panama Lewis. Si Donc je c'est dis pas, vraiment ça se joue le à fait que peu. Panama Lewis soit radié qui fait qu'il ne l'a plus comme entraîneur, quoi. Il s'en est pas séparé après le premier combat, quoi. Et en 2 mois, Pryor a le temps de s'embrouiller avec Jacketti et de prendre pour 2 semaines Manny Stewart qui est dans son coin pour la revanche Ouais, contre c'est Arguello. vrai, c'est vrai. Fou, hein. C'est fou. Il a ce temps-là. Voilà. C'est fou. Ce dernier grand combat d'Aaron Pryor qu'on voit pas venir. Et comme Benitez, hein, qu'on voit pas venir du tout. Comment penser que c'est son dernier grand combat, quoi, Vincent? C'est fou. Bah ouais, c'est énorme. En fait, Antoine a très bien résumé. Il y a un défi physique qui devient fort. Alors en plus, on est à un moment où je sais pas, je suis pas sûr à 100% que ça a été le cas pour ce combat, mais il me semble c'était le moment où en fait les pesées commencent à se faire la veille aussi. Et je trouve que les Ouais. deux, tu les sens un peu plus étoffés. Alors Ouais. surtout Pryor, pour le coup, si tu compares par rapport au premier combat, c'est assez impressionnant. T'as vraiment l'impression que c'est un poids welter. Et à ce jeu-là, ben forcément, tu vois que premiers échanges, il n'y a pas de surprise. Arguello, il se retrouve au tapis. Donc c'est très dur. On voit qu'Arguello a vraiment du mal à faire mal à Pryor. Moi, j'en avais déjà parlé, cette image iconique où effectivement, à un moment donné, Arguello, j'ai toutes ses forces dans la bataille. Il est contre Pryor, il le travaille au corps et Pryor, tu sais, cette image où il regarde la caméra en souriant, l'air de dire il me fait pas mal et tout. Et c'est terrible comme image parce que ouais, tu sens l'impuissance et à côté de ça, t'as un Pryor qui lui, ben, c'est un char d'assaut quoi. Ce soir-là, c'est vrai que comme le dit Anton, il paraît inarrêtable à ce moment-là, Aaron Pryor. C'est terrifiant. Franchement, il est terrifiant Aaron Pryor parce que déjà par son look, mais ce qu'il fait sur le ring et à ce moment-là, ah ouais, t'as un peu cette aura d'invincibilité, tu vois, que peut avoir pour ceux qui suivent la boxe actuellement. Pour moi, un peu un Crawford face à un Errol Spence. Il y a un peu de ça chez Pryor ce soir-là, tu vois. C'est vraiment Ouais, c'est vrai, un c'est vrai. truc. C'est vrai, effectivement. Et donc, c'est une grande. Enfin, historiquement, c'est très important de voir ça. Et je te dirais de façon. Enfin, c'est très perturbant de devoir parler déjà de la fin de Pryor à la sortie de ce combat. Et c'est Parce ce que qu'on va. Vas-y. non, juste pour dire qu'à la fin de ce combat, Arguello annonce sa retraite, hein. Oui. Mais Pryor aussi annonce la retraite, hein. Ouais. C'est ça. Et alors, on va en parler, ça va pas être sa vraie retraite, mais quand même après ça, il annonce sa retraite, Pryor. C'est ça qui est fou, quoi. Ce qui est fou, donc, ça veut dire que ça allait pas bien déjà. Et je Ouais. pense que Pryor, enfin, je pense que Pryor, il y a des commotions cérébrales qui l'ont vraiment atteint parce que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup, qui était très généreux et qui n'avait pas peur de prendre des coups. Mais à un moment, quand même, il y a des coups Ouais. qui ont dévié sa vie parce que ça n'a pas de sens. Ce qu'il fait, ça n'a pas de sens. Et rien ne va avoir de sens parce qu'il disparaît alors que c'était pas le moment de disparaître. Ah non. C'était pas le moment de disparaître parce que justement, il pouvait peut-être, et aujourd'hui encore, on pourrait peut-être parler différemment des 4 fantastiques. Voilà, il y a une disparition, il y a une perte totale de conscience dans le sens où, bon, ben, bien sûr, ici, c'est un laisser-aller, c'est un laisser-aller et il va être, comment dire, il va être à l'image de la caricature qu'on a des boxeurs qui finissent mal, Antoine. Et le pire, c'est qu'il va avoir des retours sur le ring, et notamment ce retour qui est assez connu en fait, parce que c'est sa seule défaite, parce on est en train de vous parler d'un gars qui va avoir sa seule défaite. Alors, il est pas bien, je pense que les addictions Oui. l'ont complètement atteint et tout ça, mais contre quelques années plus tard, je crois 2 ans plus tard, 3 ans, 2 ans. C'est un peu plus tard. Ouais. Entre-temps, il reprend un titre IBF face à Nick Furlano. Tapis vert, Et ouais. voilà. Parce que je pense qu'à cette époque-là, en 84, je sais pas si vous vous souvenez, le gros événement un petit peu de l'année, c'est le retour de Sugar Ray Leonard. Euh, qui est en fait la soirée où Leonard fait son combat de retour. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a Marvin Hagler, il y a Thomas Hearns et il y a justement, il y a Donald Curry aussi et il y a Aaron Pryor. Et en fait, les 4 sont présentés un petit peu comme potentiellement le prochain adversaire de Ray Leonard. Et Pryor, je pense que c'est peut-être ça qui le motive un petit peu à revenir aussi, alors qu'il n'avait pas forcément l'envie. Et bon, au final, ben, ça sera pas lui, puisqu'on sait que Leonard repart à la retraite après son combat contre Kevin Howard.
Donc Aaron Pryor se retrouve à combattre pour une ceinture IBF. Et c'est en 84, il recombat pas. Et puis c'est en 85 que déjà, il y a un combat où tu sens qu'il le gagne au point, mais c'est une décision partagée. Et tu sens que déjà, il y a quelque chose qui s'est cassé chez Pryor. Et je crois que c'est encore 2 ans plus tard où effectivement, là, il va connaître la première défaite. Ouais, c'est 87. Et d'ici là, alors, comment dirais-je, l'autre gag, parce que c'est vraiment l'histoire de la vie de Pryor, c'est qu'il a manifestement besoin de thunes et qu'on lui promet un gros chèque pour affronter Mancini à partir du moment où Mancini va battre Livingston Bramble, et Mancini ne bat pas Livingston Bramble. Donc, le combat ne se fait pas. Et donc, une fois de plus, il se retrouve, il passe à côté du truc. Bon, c'est un peu l'histoire de sa life. Et autant quand il est champion IBF, champion, t'as bien gros mot, parce qu'à l'époque, l'IBF, c'est pas aujourd'hui. Hein, l'IBF vient d'être créé, donc ils font n'importe quelle magouille pour essayer de faire parler d'eux. Et donc, ils lui filent le titre comme un cadeau bonus. Ça n'a pas de sens. Et en 87, il n'est plus question. Alors, il finit par perdre d'ailleurs ce titre IBF sur tapis vert, le malheureux, pas le malheureux, mais parce qu'il a encore signé des contrats avec plusieurs managers différents. Et il a un manque de discernement coupable de la part du Hawk, le malheureux. Et quand il revient en 87, quand il revient pour sa seule défaite en professionnel à côté de Fort Lauderdale contre Bobby Joe Young, qui est le mec, il est loueur de voitures à mi-temps, quoi. Quand il perd contre Bobby Joe Young, il y a une transformation physique chez lui qui est extrêmement triste. Parce que c'est plus du tout un type qui est tanké physiquement comme il l'était. Limite, on est obligé de le séparer avec son entraîneur parce qu'il s'engueule avant le combat. Il y a des choses, mais extrêmement bizarres. C'est très, très bizarre. C'est une Oliver McCall qui nous fait. Il nous fait une Oliver McCall. La fin du combat, oui. Il va sur les fesses plusieurs fois et il finit par se relever, puis par se remettre à genoux. En faisant le signe de croix, enfin, ça n'a pas de sens. Ça ne va pas du tout. Ce garçon ne va pas bien dans sa tête. Et ce sera même pas son dernier combat. Ce sera même pas son dernier combat. Il fera des petits combats où c'est des victoires, parce qu'en fait, il finira sur des victoires, mais qui n'ont aucun sens et tout ça. Mais comment dire, la coupure, le soir de sa meilleure victoire, selon moi, c'est la fin du Hawk. Et comment dire, les démons des boxeurs professionnels, je pense, sont venus le cueillir comme ça. Et c'est une vie très tragique. Ce qui est beau, c'est que l'amitié avec Arguello va être là quand même. Oui, c'est vrai. Et ça, fait partie de ces belles amitiés de boxe à Pryor, Arguello, comme Mickey Ward et Arturo Gatti. C'est vraiment des belles amitiés de boxe. Ils essaieront de se soutenir dans le vrai combat qui était la vie pour eux, quoi. Parce que je pense que Pryor, il préférait être sur le ring que d'être dans la vie, quoi. Il savait pas gérer la vie et il préférait gérer la bagarre sur le ring. Mais ça se ressent tellement fort, quoi. Ça se ressent tellement fort. Et voilà. Comment dire, il disparaîtra en 2016. En 2016, ça sera un peu un revival. Sa mort va être un revival de sa carrière. On va se repencher dessus. Mais c'était une carrière qui avait été oubliée quand même. Ouais. Je veux dire qu'il y a une carrière qui avait été complètement oubliée. Et il y a eu ce revival. Il y a un revival à Arguello, un revival Pryor qui est très bénéfique parce que Pryor, c'est quand même un des boxeurs les plus durs que j'ai jamais vu, qui boxait, comment dire, à la loyale, mais complètement à risque total. C'était un homme qui se mettait en risque total. Alors que je veux dire, la boxe, il l'avait. Hein. C'était comme Benitez, c'est des petits prodiges ils avaient tout de la boxe. Mais ils se mettaient en risque total parce que je suis persuadé, comme beaucoup d'autres boxeurs dont j'ai fait le portrait, parce qu'ils se sentaient simplement vivants à ces moments-là, quoi. Et ça me paraît évident. Et The Hawk, c'était surtout un ouragan. Et voilà. Alors que votre conclusion sur l'aigle, mes amis. Le faucon. Le faucon. Conclusion, c'est que c'est vrai que on a tous, je pense, un peu ce cheminement où effectivement on le découvre et on est assez impressionné par le personnage, puis au final on comprend pourquoi il n'a pas été retenu, parce que ça a été un petit peu une comète, on va dire, c'est-à-dire que ça a été très vite, comme l'a dit Antoine, son prime a été très rapide. Et c'est vrai que plus tu regardes les combats, plus tu regardes un petit peu l'adversité, même dans des combats
qui sont un peu moins connus face à des adversaires qui sont pas forcément de grands noms, mais où tu peux les retrouver par la suite dans cette époque-là en faisant des comparatifs avec d'autres grands noms qu'ils ont boxé, et dire finalement Pryor quand même c'était quelque chose, et de te dire que ouais, d'arriver à ce qu'on aime bien nous un petit peu les penseurs de la boxe, le what if comme toi tu dis Captain, à s'imaginer, mais un Pryor peut-être un peu plus pris à main, peut-être moins addict à la coke, qu'est-ce que ça donne, en sachant que tu peux dire aussi Pryor sans ses démons n'est peut-être pas Ron Pryor, ça s'entend aussi, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un boxeur, quand tu le vois effectivement à son prime, tu te dis, ouais, il était quasi imprenable, et en fait c'est assez marrant parce qu'une fois c'était Floyd Mayweather, vous savez, on aime souvent l'interroger, lui dire, ouais, c'est qui pour vous les meilleurs de la boxe, alors il sort des classements plus ou moins différents à chaque fois. Une fois, c'était Roberto Duran qui était en deuxième, mais une fois, il se met toujours en premier, évidemment, Floyd, mais en deuxième, il avait mis Aaron Pryor. Il avait dit, pour moi, ce gars-là, Aaron Pryor, c'était le gars le plus... voilà, sa carrière a pris un tournant qu'elle a pris, mais il le classait vraiment, il le considérait vraiment comme le meilleur, quoi. Et Aaron Pryor dira lui-même que, mais il n'était pas le seul, parce que Sugar Ray ou Thomas Hearns disaient la même chose, mais Aaron Pryor disait, moi, le Floyd Ouais. Mayweather, je l'aurais pris en 6 rounds. J'ai vu Il l'a dit, qu'encore il l'a dit. aujourd'hui, Duran, j'ai encore revu une citation de Duran aussi aujourd'hui à ce sujet, ouais, sur Floyd, ouais. Ouais. Mais ça peut se comprendre, parce que cette boxe-là, Il y a des le mec, arguments, hein. il y a des arguments, évidemment. Ta conclusion sur Aaron Pryor, Antoine? C'est un boxeur sur le pédigré, le CV duquel on peut faire l'avocat du diable pour pas mal de raisons, à la fois densité de l'adversité, polémique, victoire la plus importante contre un adversaire qui malgré tout était en bout de course et relativement léger pour concourir en super léger. Donc on peut aller chercher quand on veut aller chercher des trucs contestables dans son CV, on les trouve. Après, il y a l'impression visuelle du Hawk. Et ça, c'est quelque chose qui reste gravé. C'est un entertainer énorme. C'est des combats importants. Il y en a qu'on n'a pas cité qui restent intéressants à trouver sur YouTube. Les Pirates, si vous voulez aller chercher, vous trouverez. Il y a des choses. Il n'a pas fait de combat chien, donc vous allez. Quand on se replace dans la perspective, dans l'histoire des 140 livres, des moins de 140 livres, en gros, voilà, il y a Cervantes qui l'a battu. Il y a Chavez, il y a Loche qui a aussi un palmarès, une durée, etc. Il y a Tsué Hato, j'ai du mal à dissocier parce qu'ils ont fait il y a eu leur collision. Il y a les années en noir et blanc dans lesquels il y a eu un Barneros. The Rock, c'est à ce niveau-là. Alors après, il faut, selon que tu le classes plus ou moins haut, selon la part des choses que tu fais entre l'impression visuelle et la froideur des faits et des statistiques. Je pense que la froideur des faits et des statistiques joue plutôt contre lui. Même s'il n'a qu'une seule défaite sur le tard, ça joue plutôt contre lui. Quand on veut vraiment chercher la petite bête, on la trouve. Après, c'est quand même cruel quand on voit les images qu'il nous a laissées. C'est quand même cruel d'être exagérément dur avec lui. C'est un boxeur important. C'est un all-time great dans une catégorie qui n'est pas la plus grande. Voilà. On va peut-être dire ça. Mais qu'il a fait vivre, parce que, cette grande période des super légers, et pour qu'il y ait une autre grande période, il faut attendre Chavez chez les super légers pour qu'il y ait une autre belle page. Et effectivement, il a fait vivre cette catégorie-là et cette ceinture-là. Voilà, c'était The Rock, la discussion Hall of Fame qui devait arriver. On vous conseille évidemment d'aller vous repencher sur celle d'Arguello. On va mettre le lien évidemment maintenant. Vous pouvez cliquer dessus. Et on va lire Antoine de 130 livres. On s'intéresse au nouveau projet de Vincent dans le futur et on l'écoute dans ses histoires de boxe, évidemment. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, les amis. Ciao! Salut à tous!